Comme vient de le dire mon collègue Jean-Claude Gall, l'hubris, la démesure ou l'excès, appelons ça l'excès, c'est simple, caractérise non seulement peut-être le héros tragique grec, mais peut-être l'homme par lui-même. L'homme est toujours capable de dépasser, d'en faire plus, d'aller plus loin. Et le langage, qui est bien son caractère peut-être le plus propre, le langage est lui-même ouvert à un dépassement interminable. On n'en a jamais fini de parler, ou plutôt on n'en a jamais fini de chercher ce qu'on pourrait dire, ou d'en dire plus. Or, cette hubris, donc cette capacité d'excès, cette propension à excéder, à aller aux limites, à passer les limites, voilà ce qui a constitué en quelque sorte un idéal, même si toutes les sagesses humaines n'ont pas cessé de prôner la mesure, la tempérance. Mais précisément parce que toutes les sagesses se sont toujours affrontées à cette folie. L'hubris des Grecs, Jean-Claude Gall vient de le rappeler, consistait à défier les dieux. Lorsqu'il n'y a plus eu de Dieu, ou bien lorsque le Dieu est lui-même devenu excessif, c'est-à-dire unique et au-delà de tout, alors l'homme s'est mis à se dépasser lui-même indéfiniment et à une vitesse accélérée. On a nommé cela le progrès. Alors que les outils n'utilisaient que des forces animales, les machines se sont mises à exploiter des forces physiques captées et aménagées dans des buts précis. Pensez simplement, la poudre à canon, la vapeur, l'électricité, les réactions chimiques, la fission atomique, le transistor, les nanotechnologies, l'intelligence artificielle, forment l'expansion continue depuis environ 5 siècles, c'est-à-dire très peu par rapport aux 400 000 ans dont on parlait tout à l'heure, l'expansion continue d'un ensemble technique qui est devenu indissociable de nos existences. Il en est même si indissociable qu'il les enveloppe, qu'il leur donne des cadres et des finalités nouvelles. En même temps, nous découvrons à quel point nous avons abusé des ressources énergétiques de la planète et comment ces abus nous imposent un redoublement d'efforts, d'invention et de production technique innovantes, mais dont il n'est pas possible de prévoir les effets eux-mêmes nouveaux. Nous apprenons ainsi 3 choses à la fois en ce début du XXIe siècle. La première, c'est que nous abusons du monde et de nous-mêmes. La deuxième, c'est que nous nous sommes en quelque sorte imposés une course éperdue vers une maîtrise totale de la vie, de la matière, du cosmos, et qu'il y a beaucoup de raisons de mettre en doute et de redouter la marche accélérée de cette course. Et troisièmement, et surtout, nous n'avons plus d'autre finalité à notre disposition. Et cette troisième leçon est la plus sévère.
On dira qu'elle n'est pas nouvelle parce que l'homme n'a jamais connu ses fins ou sa destination. Mais il a très bien su, pendant très longtemps, composer avec cette difficulté et s'en faire même une ressource. Il a inventé des mythes, des religions parfois étranges, mais toujours riches de symboles. Il a produit des œuvres d'art à foison, ouvrant des mondes inouïs. Il a développé une science d'une ampleur et d'un raffinement inouïs. Il a surtout, l'homme, il a su vivre et mourir, aimer et détester dans un partage de sens avec ses semblables et avec les autres vivants. Tout cela pendant des millions d'années et à travers des milliers de cultures. Tout cela a donné confiance à l'homme. Mais cette confiance a changé. D'un côté, nous le savons bien, elle se fait défiance. Et d'un autre côté, elle est obligée de se demander où elle conduit quand elle est confiante. Les paradis religieux, politiques, artistiques ou scientifiques, s'il y en eut jamais, ne miroitent plus au fond de l'espace vide. Nous pouvons ainsi peut-être commencer lentement à cesser d'être des hommes et des femmes, justement parce que nous avons cru être sûrs de nous et de nos pouvoirs. Déjà, est-ce qu'il y a besoin de le rappeler, l'inhumanité de tant de guerres, de conflits, de catastrophes aux causes toujours en partie, au moins indirectement, humaines, nous inquiète et même, disons-le paisiblement, si c'est possible, nous angoisse. L'université a pour vocation non seulement de dispenser des savoirs, mais de les situer, ces savoirs, tous et chacun, sur l'horizon de l'humanité du temps présent. Cette humanité qui peut-être justement n'a plus d'horizon. Sur l'horizon, s'il en est un, de nos attentes et de nos inquiétudes, de nos abus et du sens à trouver ou à retrouver des usages qui ne sont pas des abus. C'est par cela que l'université se distingue des formations professionnelles, même si elle doit aussi aujourd'hui rendre possible, bien entendu, l'accès à des professions. L'université, et c'est, je crois, c'est une des choses que montre une soirée comme celle-ci, l'université elle est d'origine un lieu de vie et de pensée. Un lieu de pensée parce qu'un lieu de vie dans la pensée du savoir. Vivre et penser dans le souci du monde, voilà ce dont il s'agissait à la fondation des universités. La nôtre, l'Université de Strasbourg, doit son origine au gymnase fondé par Jean Sturm en 1539. La statue de Jean Sturm figure au fronton du palais où nous sommes, avec entre autres celle de Leibniz, de Kepler, de plusieurs autres.
Dans ses lettres académiques, Jean Sturm célébrait Athènes, comme tout l'humanisme le faisait à l'époque. Athènes où, disait-il, je cite Jean Sturm, poètes, mathématiciens et philosophes florissaient ensemble. Je ne suis pas en train de vous ressortir des vieilleries, même si ça date de 1539. Mais je ne suis pas non plus en train de vous chanter une énième fois un éloge du passé, du beau passé de notre université. Non, je voudrais que ce que je dis là s'entende bien au présent. Nous pouvons oublier Athènes. Nous n'avons pas besoin de revenir sans arrêt à évoquer un passé qui, après tout, est passé. Mais il s'agit bien aujourd'hui de quelque chose dans quoi il devrait être possible que poètes, mathématiciens et philosophes fleurissent ensemble. Et sans oublier les danseurs, les chanteurs, les musiciens, les sportifs, tous les autres. Si, non pas seulement bien sûr l'université, mais tout de même, si dans notre monde aujourd'hui, l'université n'est pas le lieu d'une conscience du monde qui réponde à cela, alors nous sommes capables de devenir inhumains ou non humains, ou peut-être alors de devenir des hommes tellement différents de ceux que nous avons été que nous ne pourrons pas plus les reconnaître que peut-être un homme de Néandertal n'aurait pu reconnaître, disons, Jean Sturm, justement.